Ben, dans les petites anecdotes assez amusantes, vous voyez le personnage là, donc là c'est le jeu final qui est filmé par un fan qui a filmé sa partie. Ah, ben tiens, bon exemple, juste pour la petite anecdote du coup, toujours, le pirate. Le pirate, je suis extrêmement fier de lui et de son gameplay, parce que je me suis servi justement du système d'interpolation, d'animation. Quand on développe des techniques comme ça, on a un objectif déjà que ça marche, d'y arriver, mais après on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec une fois qu'on l'a entre les mains. Et là, donc je ne sais pas comment a joué ce joueur-là, mais en fait, donc le pirate là le héros pardon, avait 3 animations de frappe. Une frappe à droite, une frappe à gauche et une frappe comme ça par au-dessus. Et le pirate avait des parades correspondantes. Ça fait que chaque fois qu'on lançait un coup d'un côté, je vais essayer de taper à droite, le pirate lançait sa parade à droite. Quand on lançait à gauche, ce qui est qu'en gros, on ne pouvait pas l'avoir directement. Et en fait, la petite astuce, c'était que le joueur, lui, pouvait changer d'animation quand il voulait. Et grâce au système d'interpolation, d'ailleurs, c'est extrêmement amusant, ça crée des animations qui n'existaient pas parce que je passais de la feinte à droite à celle à gauche avec des animations du coup qui se créaient. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la programmation du pirate où lui, il faisait pas ça. Lui, si on commençait une attaque à droite, il lançait jusqu'au bout sa parade à gauche. Ce qui fait que justement, le coup du coup pour l'avoir, c'était hop, je te feinte un petit coup à droite, tu lances ta parade de ce côté, mais du coup, pendant ce temps-là, clac, je peux taper de l'autre côté. Et du coup, ça crée comme ça un gameplay qui est obligé de se servir du moteur d'animation pour arriver comme ça à passer des coups et à avoir parce que celui-ci lui tirer dessus au revolver, c'est un contrôle, il rigolait en distant donc voilà, donc dans une anecdote, sinon aussi de rigolote, vous voyez la tête du personnage, Edouard Garanti, Edouard et qui en fait a une tête qui ressemble à peu près à une tête qu'on peut voir dans un jeu en 3D maintenant. D'ailleurs, il a une grosse moustache, c'était pratique pour cacher la bouche, ça me rappelle les problématiques de notre personnage. Tout le monde a eu des problèmes avec les bouches des personnages dans l'histoire. Et en fait, vous avez vu pendant les équipes démo d'avant qu'il y avait une tête toute ronde. Et donc je voulais développer cette technique de pseudo-voxel, je ne savais pas trop quoi, pour arriver à faire des têtes, parce que je me disais qu'en polygone ça n'allait pas être joli. De toute façon, il n'y a rien de joli avec les 12 polygones, mais bon. Et donc ça a avancé dans le temps, et en gros, le jeu est sorti en novembre 92, en septembre 92, tous les personnages avaient encore des têtes rondes, parce que je n'avais pas du tout avancé sur mon système pour faire des têtes. Et d'ailleurs, un point assez fou, si vous le jeu tourne là-bas sur un PC dans la salle des machines, et si vous laissez, touchez pas le menu, vous l'essayez défiler, il y a un petit slideshow qui se lance automatiquement au début. En fait, si vous regardez bien les têtes du personnage, elles n'ont pas du tout cette tête-là, elles sont un peu rondes et elles ressemblent quand même beaucoup à un dessin à la main. Et en fait, aussi bien sur les photos de la jaquette de la boîte derrière que les images du slideshow à l'intérieur qui ont été faites avant, quand il a fallu donner des images à la maison d'édition, en disant il nous faut des visuels pour mettre sur la boîte, etc. Et du coup, c'est Didier et Yael qui ont pris les images avec de l'X-Paint sur les screenshots, qui ont dessiné une tête à la place de la poule. C'était pas pour essayer de faker, parce que ça se faisait des fois. Hein. Les images étaient trafiquées pour faire croire qu'elles étaient plus jolies. Là, c'était juste et on n'a rien d'autre. Donc, ils ont dessiné les têtes vite fait. Donc, ça reste encore dans le jeu, dans les slideshows, parce que j'ai pas eu le temps de penser à la fin. Et sur la boîte. Et Didier, du coup, là, un mois avant la fin, donc en gros, le jeu marchait complètement et tout, on jouait entièrement au jeu, et il a joué tout le temps avec juste des boules. Et là, il a dit, bon, mais voilà, il y a plein de trucs, donc on va faire des polygones. Il a pris les personnages du jeu, la fille, le héros, etc. Et il a vite fait redessiner du coup des têtes en polygones, parce que je voulais pas, parce qu'en plus, il y a autant de polygones dans la tête que dans tout le bonhomme. Et en général, c'est des programmeurs, c'est des monsieur moins, et les graphistes, c'est monsieur plus. Les graphistes, ils veulent toujours plus de tout. De couleurs, avec les musiciens de son, les programmeurs, c'est toujours mais non, ça va pas marcher, ça va pas passer. Donc ça m'effrayait d'imaginer qu'on puisse mettre autant de polygones dans la tête que ça n'avait jamais marché, et que finalement c'était très bien, et heureusement qu'on a eu ça, mais vraiment donc les têtes, et c'est pour ça aussi qu'il aurait pu y avoir un peu plus d'animation, on aurait pu mettre quelques groupes un peu, essayer de pas faire des expressions non plus, on en était loin, c'était déjà déplacer un personnage dans les décors en 3D était déjà un challenge. En plus, faire des animations faciales, on n'en était pas encore là. Mais du coup, ils sont très statiques, même au niveau des animations du coup, parce que toutes les animations et tout étaient faites sans ce truc-là. Donc là, ça a été quand même un petit coup de bourre à la fin un peu. Mais bon, finalement,
elles sont pas si mal que ça. J'ai vu que tu avais aussi, je crois, une vidéo du trailer du jeu de l'époque, j'ai une micro-kit, c'est ça, non? Oula, non, ça c'est ma première émission de télévision pour l'ON en 92, justement. Où, je sais pas si au niveau des droits d'une émission de télé, je sais pas, écoutez, oui. On regarde un petit peu. Hein, et puis ça y a quelqu'un, ça leur rappellera leurs amis, comme ça. Non, sérieux, j'ai pas montré ça quand même. Bon, allez. Bertrand, tu es gentil. Oui, si. Ah non, septembre 92, c'est pas ma première liste de télé, je me suis trompé. C'est justement une vidéo qu'on devait envoyer à Microtid pour qu'ils puissent faire le montage à l'avance. Il fallait les envoyer vachement avant parce que c'était pas facile de faire des vidéos et tout, des jeux et tout ça. Et en fait, donc d'ailleurs, voilà, septembre 92, c'est ce que je vous disais, le jeu il est complet, voilà, notre zombie poulet qui rentre par la fenêtre et le héros du jeu. Voilà, septembre 92, le jeu était dans les boîtes, on l'a dans les magasins en novembre 92, de nos jours, ça c'est juste complètement impossible à faire. Et voilà, mon premier zombie, tout ça pour ça, c'était ça, voilà, juste ce qu'on vient de voir là, c'était en fait ça que je voulais au début. Donc non, c'est pas l'émission complète, mais que je me suis trompé. Il n'y a pas de souci. Après, est-ce que tu as d'autres petites surprises dans tes vidéos qui pourraient être intéressantes sur les valeurs et puis pour la minute d'art? Je recheck les vidéos, effectivement. Les combats, quelques monstres, le début du grenier, mais sinon la fin, parce que bon, je pense que ça a écrit beaucoup maintenant, 25 ans après. Ceux qui au cas où n'aient pas vu la fin du jeu, voici la toute fin du jeu. Avec, voilà, désolé, regardez pas ceux qui veulent jouer absolument. Parce que le passage aussi, toujours pareil, un truc aussi qui est très dur à faire comprendre, quand maintenant quelqu'un de plus jeune découvre ce jeu-là, déjà il ne comprend pas l'interface, il dit mais comment on va arriver à jouer avec ça, parce qu'il n'y avait pas de joystick. Et puis même les joysticks qu'il y avait, c'était la PlayStation quand elle est sortie en 94, c'était encore une fois, les joysticks proportionnels analogiques, ça n'existait pas. Alors si, pour les simulateurs de vol, des gros trucs comme ça, etc., on ne faisait pas des jeux avec ça, donc il fallait trouver aussi comment on fait pour déplacer un personnage en 3D avec un clavier. Donc là, je l'avais trouvé, c'était déplacement de camion, on avance, ça fait avancer ce personnage, la flèche en arrière, ça fait reculer, et quand on appuie à droite, on tourne à droite, ce qui fait qu'on se retrouvait comme avec les problèmes d'une télécommande, quand on arrivait de face, ça tournait à l'envers, etc. Et quand là qui découvre ça maintenant, il dit mais pourquoi avoir fait une interface aussi difficile et tout, il fallait bien trouver quelque chose, sinon il n'y aurait eu que 4 directions ou 8, enfin il fallait trouver un truc, donc c'est extrêmement surprenant et assez difficile à jouer maintenant, c'est le même problème pour LBA d'ailleurs, parce que toujours le même problème, il n'y avait pas de joystick analogique. Oui, non, là à la fin, pardon, il fallait poser le talisman, parce que le sorcier qui était sous la maison et qui créait tout ce genre de problème-là, il fallait le tuer. Et là aussi, une de mes grandes fiertés aussi, quelque chose que j'adore dans ce jeu-là, c'est que le premier objet qu'on voit dans le jeu, dans le grenier, la première image qui ouvre sur le jeu, on voit le personnage et devant il y a un bureau avec une lampe tempête posée sur le bureau, et c'est cette même lampe tempête qui sert à tuer le sorcier à la fin du jeu. Et on s'atrimballe du coup pendant tout le jeu juste pour pouvoir lui lancer dessus à la fin pour qu'il prenne feu. Et après, c'est pas fini vraiment, il faut ressortir parce que la maison s'effondre. Au passage, si on ne veut pas sortir, on peut se balader partout, parce que du coup tout a été dégagé. D'accord. Et donc là, c'est vraiment la fin. Les passages d'escalier, sol à escalier étaient un peu problématiques. Escalier, tout ça, etc. Ah, je regarde ça avec beaucoup de tendresse en fait, parce que je revois toutes les problématiques, et un truc aussi d'ailleurs délirant, aussi qu'il faut bien se comprendre, ça le fait souvent dans les jeux, et c'est vrai que quand on dit ça pour un jeu qui a eu un tel succès, ça fait toujours un peu bizarre, mais quand on passe 2 ans de sa vie à faire quelque chose comme ça, jour et nuit, à travailler dessus, à la fin on ne voit plus le jeu qu'on est en train de faire. Ce qui fait qu'après les gens disent mais je ne me rendais pas compte la révolution que ça a été. Non, je voyais rien du tout, je voyais que les bugs, je voyais que tous les trucs, mais je les vois encore quand on se déplace. Je sais que ça ne marche pas là, le bonhomme vu de si loin, il y avait des problèmes de précision, les animations en fait elles sont toutes cassées, enfin il y a plein de problèmes que je vois tout le temps dedans, et j'étais vraiment persuadé que comme je ne voyais que les problèmes et absolument plus ce qui avait été construit, c'était plus du tout nouveau, que le jeu, que les gens allaient se moquer de moi, que les gens allaient se moquer de moi. Par exemple, quand on lançait, comme à la fin, justement, il fallait que la lampe traverse toute la salle pour atteindre le sorcier, ça faisait pas une parabole, on lançait les objets tout droit, il tapait sur les murs et tombait. Ça, jusqu'à la fin, je me disais, ouais, mais je vais quand même tricher à l'intérieur, ça sera droit qu'à la fin, je ne l'ai jamais fait.
J'étais complètement obsédé par ça. Le jeu allait sortir et j'avais pas les bonnes trajectoires quand on lançait des objets. J'ai dit tout le monde va se moquer de moi. Et j'avais la trouille. J'avais vraiment la trouille. Et donc maintenant, tu vois que finalement, le jeu a bien marché. Et puis que, voilà. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui a lancé une mode sur les Valorant. Mais pire, personne n'a jamais fait remarquer qu'on lançait les objets tout droit et que ça faisait pas une parabole en plus. Hein. On peut faire remarquer plein d'autres trucs, mais ça jamais. Donc, et pourtant, ça m'obsédait complètement. J'ai dit, il faut faire ça, il faut le temps de faire ça. Et donc, c'est quand même une fierté d'avoir lancé cette mode-là pour toi, parce qu'il se énormément de créateurs de jeux se sont inspirés après de ce jeu. Voilà, oui, maintenant, oui, mais on le réalise, on met longtemps un peu à le réaliser, parce que juste après, c'était l'aventure LBA où on attaquait une nouvelle équipe, un jeu encore 3 fois plus gros, etc. Et le jeu d'avant, c'était le jeu d'avant. Maintenant, ce qui compte, c'est le jeu qu'on est en train de faire. Et il a fallu. Puis surtout, voilà, les jeux sortaient, c'était le début de cette industrie, tout le monde voulait des nouveautés. Les choses passaient vite. Donc, oui, même si Elon, effectivement, a créé peut-être un style, une branche de jeu. Enfin, en même temps, il ressemble à quoi ressemble tout le jeu maintenant. Il faut du temps pour réaliser, il faut venir là maintenant et parler de tout ça pour apprécier ces moments-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'accepte avec plaisir maintenant ce genre d'invitation et pour parler de ça, parce que pendant des années, c'était c'est bon, j'étais il y a 25 ans, pas avant, il y a 10 ans, 15 ans. Mais voilà, maintenant parlons du prochain. Parlons du prochain justement. Donc Too Dark. Et donc, oui, Too Dark, c'est-à-dire qu'en gros, le survival horror, c'est vraiment un genre qui m'a plu parce qu'il est vraiment venu de plein d'angles très très intimes et personnels. Et j'ai toujours voulu en faire d'autres. J'ai plusieurs scénarios écrits, que ce soit des AAA ou ce que j'appelle des expériences vidéoludiques, qui ne sont pas forcément une sorte de jeu complet dans le moule dans lequel on attend, comme on peut en trouver plein sur tablette. Et donc, il y a eu des tentatives, en particulier Agartha chez Sega. Quand j'ai travaillé pour Sega, on devait faire un survival horror qui s'appelait Agartha. Agartha, c'est un mythe, une légende qui dit qu'au milieu de la Terre, en fait, il y a une cité, que tous les monstres de l'histoire du monde et tout ce qui se passe de plus mal vient d'Agartha, qui est au cœur de la planète. Et, et issu donc de ce mythe-là, c'était un jeu sur Dreamcast où on pouvait choisir entre le bien et le mal. Enfin, j'ai eu beaucoup d'idées c'était assez dégueulasse. Les maladies, les gens se vomissaient dessus, fallait sacrifier sa sœur, son voici, c'est le côté du mal. Ah ouais, c'était. On était allé assez loin, c'était rigolo. Enfin, par contre, on l'a pas fini parce que Sega s'est cassé la figure. Et du coup, on est parti avec l'eau du bain. Et du coup, Agartha n'a jamais vu le jour. Après, il y a eu quelques débuts. Et là, ces dernières années, j'avais vraiment envie de retourner à ça, mais du coup de faire quelque chose de très très différent. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, mais si je veux refaire un survival horror maintenant, surtout après être passé par donc, des petites équipes, mais qui ont grossi, qui étaient toujours des équipes de AAA, jusqu'à ces dernières années, travailler à Ubi avec des équipes de 50 personnes, c'était même pas les plus grosses équipes de ce qu'on peut voir maintenant. Et en fait, j'avais envie de retrouver ce côté intime, ce côté un jeu entre copains, quoi, quasiment, on se prenait pas au sérieux, hein. À cette époque-là, c'était pas un métier, c'était pas un métier, il n'y avait pas l'industrie et tout ça, complètement. Et envie de retrouver tout ça, et avec Thierry Platon, maintenant qui est mon associé, on se retrouvait aux EIGD, qui est un festival de développeurs indépendants, et on les regardait présenter leurs jeux, et qui se vivaient, mais comme nous, on dit quand on fait des jeux aussi, mais avec cette petite naïveté, enfin plein de choses. Et du coup, on s'est dit, bon, mais ça, il faut le refaire. Et j'avais donc une petite idée de ce Too Dark. Oui, pardon, je suis passé du coq à l'âne, à propos déjà de la représentation. Quand on regarde les évolutions de survival horror, il y a de tout. Il y a des expériences sur tablette, en 2D, il y a des méga productions 3D comme The Evil Within. Et je disais, bon, mais voilà, comment les gens vont m'attendre au tournant après avoir fait le premier du genre, maintenant je reviens dessus, je veux faire quelque chose en 3D, il va falloir que ce soit un monstre comme un Evil Within, un mur. Et ça, du coup, je me disais, non, j'ai pas envie de ça, justement, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus intime, de plus personnel, de plus... Et même pas que pour moi, parce que bon, il y a le plaisir qu'on prend à le faire, mais il y a le plaisir auquel qu'on a envie de donner aux joueurs. Et là, je me disais, bon, mais non, des gros effets spéciaux, des gros monstres sanguinolents, plein de polygones et tout ça. Et voilà, c'est tout et c'est partout. J'avais envie de faire quelque chose de plus bizarre, de pari plus risqué. Et puis, surtout en restant technophile et geek à mort. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je veux que ça soit aussi jouant qu'un Zelda, donc avec un système de vue en 2D. Mais par contre, donc, le système de sprite, c'est sympa ce côté old school, mais on ne peut pas tourner à 360 degrés. Et ça, si on veut faire un jeu très jouant, style dual stick shooter,
c'est pas un shooter, hein, c'est un survival stealth en plus, infiltration. Donc, s'il n'y avait pas 50 solutions, enfin si, il y avait 50 solutions, mais lesquelles étaient bons. Donc c'est effectivement des décors en 2D, un peu comme un vieux Zelda, mais avec des petits bonhommes qui sont en voxel, c'est des petits, pas comme Minecraft, hein, c'est des petits cubes en 3D qui définissent ça comme des sprites, mais qui peuvent du coup tourner à 360 degrés les animations, qui permettent d'avoir un côté très jouant, et un côté old school, mais en même temps, grâce aux cartes 3D de maintenant, avec les shaders, les lumières, il est éclairé comme un jeu de maintenant, avec des lumières extrêmement sophistiquées, mais avec ce côté un peu rétro, qui crée déjà une atmosphère extrêmement particulière. Oui, vu de vue un petit peu. Vue de dessus, comme ça. Mais déjà, c'était comme un Zelda Link to the Past. Mais ouais, c'était exactement ça, mais en version 2015, quoi, donc avec tous les avantages de ce gameplay, c'est-à-dire que le haut est toujours en haut, le bas en bas, droite et gauche, c'est qu'on ne se perd pas parce que la représentation est mal faite et qu'on tourne, on fait voilà, par où je viens de rentrer, la porte elle est où, c'était là-haut, etc. Comme des fois ça peut arriver en 3D. Donc je voulais que si le joueur se perd, il ne se perd pas parce qu'il dit ah c'est mal foutu les caméras. S'il est perdu, c'est qu'il est vraiment perdu, quoi. Parce que là on ne peut pas se perdre dans un jeu comme ça, et que si on arrive à le joueur à le mettre dans des situations comme ça, il sait que c'est sa faute, hein, complètement. Et que c'est à lui de s'en sortir. Donc ça avait beaucoup d'avantages. Et justement voilà, et de retrouver ce côté voilà, d'être excité comme un gosse, quoi, par rapport à des technos. Et après, pour le sujet, par contre, là, il fallait aller très loin. Et le sujet de Poudlard, c'est les kidnappeurs d'enfants et les serial killers d'enfants, un sujet qui est un peu sensible à adresser. Et bon, d'abord, on doit justement sauver des enfants des entrailles des serial killers. Parce que quand j'ai réfléchi en me disant, mais qu'est-ce qui nous implique vraiment dans un survival? Parce que ok, c'est bien gentil, on doit sortir de la maison vivant, c'est bon, ça a déjà été fait. Surtout, c'est très égoïste. C'est vraiment penser qu'à soi. Et je me dis, bon, mais là, j'ai envie, un peu comme a fait Ico, d'avoir quelqu'un à sauver. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus viscéral, de plus immédiatement compréhensible que de sauver ses enfants? Tous les gens qui ont des enfants savent que voilà, on mourrait pour qu'ils aient à manger, etc., qu'ils soient en sécurité, que les zombies ne les embêtent pas et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, on va faire un jeu donc, dans un environnement assez monstrueux, avec plein de serial killers, tous plus dégueulasses les uns que les autres. Et on doit sauver le plus d'enfants possible, qui permettait donc de rajouter au côté survie personnelle, et bien, le survie en plus de plein de petits bouts de chou, de 12 voxels comme ça de haut. Ils sont ridicules en voxels, mais par contre, quand ils sont coupés en deux, ça fait quand même toujours bizarre. Ça fait bizarre. Donc bah là, on va terminer donc, la conférence sur... J'avais une petite question, c'est dans tous les jeux que tu as fait, dans ta carrière, lequel as-tu vraiment préféré faire? Je déteste cette question. Mais en fait, tous, parce que tous, il y a un moment, tous, si je me mets à y réfléchir, je dis, ah ben oui, celui-là, il y avait ça, c'était le premier. Ah ouais, mais là, le deuxième, il y avait il s'est passé telle chose dans ma vie. Et puis, en fait, après, tous, j'ai du coup, et c'est pas une réponse marketing à la con, hein, c'est que celui qui me plaît le plus, c'est le dernier, parce que c'est celui avec lequel il y a le plus de peur, le plus d'espoir, celui qui me fait le plus vibrer, parce qu'il y a un challenge monstrueux. En plus, on a vraiment choisi en plus de ne pas prendre la facilité avec des que vous verrez, c'est très bizarre, hein, ce jeu et l'ambiance qu'il a. Et donc celui-là, pour justement la surprise qu'il va créer, parce que sinon, oui, Popcorn fait les nuits avec Christophe en 88, c'était génial, ce que ça a créé derrière, voilà, c'était magique. LBA, LBA c'est le 1, le 2, donc là c'est en plus 5 ans, 6 ans de vie avec 15 personnes, ça crée des liens entre tous les gens, et puis en plus dans LBA, ça fait tellement... Tout le monde y mettait tellement des bouts de soie, c'est un jeu qui respire la passion, et ça, LBA, j'espère qu'on en parlera un jour d'ailleurs. S'il y a eu Toy Commander, la Dreamcast, travaillait sur Sega. Les gens les plus extraordinaires dans le jeu vidéo, c'était les équipes de Sega à cette époque. À cette époque-là, ils avaient la religion des développeurs, ils voulaient qu'il y ait des joueurs, ils voulaient que les jeux soient bien pour que les joueurs s'amusent. On en parlera justement, il y a une anecdote là-dessus qu'on parlera dans la conférence. Donc voilà, non, le préféré à l'arrivée, c'est ceux des autres, ou le dernier. D'accord, ok. Bah, merci à toi en tout cas, et puis... Merci beaucoup. Merci à vous de décider de